je vais présenter un peu Oui, présente juste le Bloomer et l'activité et pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser sur le non-dilutif. Exactement. Reda, si ça vous convient, dès que vous recevez la présentation, vous pouvez la lancer, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Apolline et je suis avec Pauline aujourd'hui. On travaille toutes les deux chez Bloomer. Donc, Bloomer, c'est une entreprise qui est relativement jeune. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille sur ces sujets d'accompagnement sur le non-dilutif. On est toutes les deux arrivées maintenant il y a quasiment 1 an. Et voilà, donc on est les premières salariées de Bloomer. Donc, on a aussi cette vision un peu de l'entrepreneuriat du début d'une entreprise. Maintenant, avec Bloomer, on a déjà accompagné une quarantaine de projets. Donc, de ce côté-là, les choses sont aussi allées vite. Peut-être en quelques mots pour vous présenter Bloomer et après on passera au vif du sujet en 3 points. Donc, Bloomer, c'est une agence qui est spécialisée dans le non-dilutif. On va chercher des financements en dette et en subvention auprès de l'ABPI, des banques et des organismes spécialisés dans l'impact. L'idée étant d'optimiser les financements des entrepreneurs et de leur permettre d'éviter la dilution. Dans un second temps, la question d'impact, qui est vraiment le cœur de notre ADN. Vraiment, l'entreprise s'est construite autour de cette notion. Forcément, quand on dit impact, c'est une notion qui est assez subjective. Les grilles de lecture peuvent être assez variées. Nous, un prisme qui nous a intéressés, c'est celui des objectifs de développement durable des Nations Unies, mais également de l'intention que va mettre en œuvre l'entrepreneur. Donc, à la description de vos projets, on a pu voir que l'impact a l'air d'être une clé de lecture qui est aussi importante de votre côté. Et les solutions de financement qu'on va aller chercher sont aussi forcément en lien avec cet impact. Et pour finir, voilà, c'est en train d'arriver. Et en troisième temps, et donc Mohamed, vous pouvez passer à la deuxième slide si vous voulez. Ah, Reda, pardon. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Et du coup, comme je vous disais, le financement non-dilutif, l'impact et en troisième temps, l'engagement. Notre idée, c'est de soulager les entrepreneurs au maximum. Vous savez bien à quel point les process de levée de fonds peuvent être chronophages. Et nous, voilà, notre volonté, c'est d'accompagner les entrepreneurs de A à Z, de prendre en charge les sujets et de permettre ainsi aux entrepreneurs de se dégager du temps pour des sujets opérationnels à proprement parler. Je vais vous présenter un petit peu plus précisément les sources de financement. Donc nous, on intervient sur le non-dilutif, mais de manière générale, c'est important en tant qu'entrepreneur de bien comprendre où se situent les différentes sources de financement. Donc, on a ce qu'on appelle le haut du bilan, donc les fonds propres. Tout d'abord, les apports en capital, donc l'apport initial et définitif des associés. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est la slide précédente. Et la levée de fonds en capital dont parlait tout à l'heure Viviane, qui est une participation, un apport en capital direct en échange de prise de participation, donc réalisée par différents investisseurs qui peuvent être individuels, des business angels ou des fonds de capital investissement. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les quasi-fonds propres. Donc, c'est important de bien savoir la différence entre le compte courant associé, donc CCA, et le capital social, car le compte courant associé, c'est une somme qui est mise à disposition par les associés, mais de façon temporaire. Donc, c'est ce qu'on appelle du quasi-fonds propre sur cette période. Et en fait, on a eu le cas plusieurs fois avec les entrepreneurs qu'on a accompagnés, souvent sur du early stage, d'entrepreneurs qui avaient voulu tout mettre en capital social. Vous pouvez en fait mesurer ce montant et en mettre une partie en capital social et une autre en compte courant d'associé qui pourra être retirée à un moment. On a un entrepreneur, par exemple, qui a économisé pendant 5 ans et qui a été très impliqué dans son entreprise, qui a mis toutes ses économies dans son capital social et qui m'a expliqué qu'il aurait aimé être conseillé avant d'avoir cette option du compte courant associé. Donc voilà, c'est important de bien savoir la différence entre les deux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les obligations convertibles qui sont acquis par l'investisseur et à échéance, l'investisseur pourra choisir entre le remboursement de ces obligations ou alors une attribution d'actions
au moment d'une levée de fonds, donc de participer en tant qu'investisseur au capital propre. Et ensuite, on a donc le non dilutif sur lequel nous, on travaille, la dette et la subvention, que vous présenterez un petit peu plus en détail, Apolline. Et ensuite, bien sûr, la source de financement numéro 1 et la moins coûteuse pour un entrepreneur, qui est le chiffre d'affaires. Donc, c'est le produit encaissé qui va directement venir augmenter votre capital, votre résultat net. Et du coup, on peut passer à la slide suivante. Voilà, exactement. Donc, le non dilutif. Donc, déjà, nous, notre volonté de se positionner sur le non dilutif, elle vient du fait qu'on trouve que c'est une source de financement intéressante, puisque ça permet à l'entrepreneur de ne pas diluer tout son capital et de garder une certaine autonomie dans ses décisions. Donc, on la sépare en 2 parties principales sur lesquelles on peut agir. Les dettes, tout d'abord. Donc, c'est un prêt qui va être mis à disposition par un organisme financier, avec forcément l'obligation de rembourser dans une temporalité qui va être décidée à la signature du contrat. L'avantage de contracter un prêt, en plus d'avoir de l'argent à disposition, c'est de construire une relation de confiance avec des banquiers qui vont pouvoir agir à différentes étapes de votre développement. On peut par exemple avoir un premier prêt lors d'une première levée de fonds en capital et en obtenir un deuxième quelques années plus tard, puisque les relations avec le conseiller bancaire se sont bien déroulées. Et dans un deuxième temps, les subventions, forcément, comme vous pouvez l'imaginer, elles sont un peu plus difficiles à obtenir que des prêts, et elles sont plus incertaines, mais leur gros avantage, c'est qu'elles ne nécessitent pas de remboursement. C'est la définition des subventions. Une fois qu'elles sont acquises, elles sont définitives. Donc sur ces dettes et ces subventions, on a voulu vous faire une petite chronologie du financement que vous pouvez aller chercher. C'est très important de comprendre en fait qu'à chaque étape du développement d'une entreprise, son moyen de financement. Et on a la chance en France d'avoir beaucoup de mécanismes de financement des startups et ce, dès l'idéation et la création d'un projet. Ce n'est pas le cas dans tous les pays et donc il faut en profiter quand c'est disponible pour les entrepreneurs. Donc, comme vous le voyez dans la slide qu'on vous montre en première partie de développement d'une entreprise, durant la phase de création, vous pouvez aller chercher déjà des prêts, notamment les prêts d'honneur avec des actionnaires tels que le réseau Entreprendre, Wilco ou PIE. Donc, si vous voulez des détails, on pourra en parler dans les questions ou ensuite vous pourrez nous contacter. Nous avons aussi des articles qui sont rédigés sur notre site web où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Au niveau de l'amorçage, vous pouvez aller chercher entre 50 et 100 000 euros déjà avec un prêt amorçage, notamment auprès de la BPI, mais aussi avec des subventions. Et ensuite, dans des phases de développement, c'est là que va notamment intervenir les prêts innovation et prêts amorçage investissement de la BPI, mais aussi un complément qu'on va pouvoir aller chercher auprès des banques. Donc, je vais vous détailler un peu plus la partie bancaire institutionnelle. Je vais laisser Apolline vous présenter la partie subvention. Oui, rapidement, en restant, alors on va pouvoir rester sur la chronologie quelques minutes de plus. Merci beaucoup. Tout comme les prêts, en termes de subvention, il faut savoir que ça dépend des moments de votre entreprise. L'idée, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à un stade, parce qu'aller chercher trop vite une subvention qui est trop élevée, c'est prendre le risque de rien obtenir. Alors que si on a bien connaissance de chaque étape, ça peut permettre de bien avancer comme ça. L'idée pour les subventions, alors il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tout décrire aujourd'hui, mais comme vous le disiez, Pauline, on pourra vous transmettre des liens avec un peu plus de détails. L'idée, c'est qu'il y a 3 catégories. Il y a les subventions de la BPI qui sont à tous les niveaux. On commence par une bourse French Tech de 30 000 euros dès le tout début de votre entreprise. Et puis, ça peut monter vers des montants beaucoup plus hauts avec, par exemple, les dispositifs de la bourse French Tech Émergence ou encore PME Prolance. En deuxième temps, il y a ce qu'on appelle du coup les aides régionales, donc région Île-de-France, toutes les régions françaises qui vont avoir des poches qui sont adaptées pour les entrepreneurs. Donc ça, pareil, ça va être à tous les niveaux. Il faut juste bien viser en termes de chiffre d'affaires ou on va dire de maturité de financement où on en est. Et pour finir, la troisième catégorie, c'est tout ce qui va être concours. Alors les concours et les appels à projets, il faut surveiller forcément parce que ça dépend des thématiques, ça dépend
de la thématique du coup de votre entreprise, aussi de la thématique clé de tel ou tel acteur. Mais c'est des choses, par exemple, nous, là, pour nos clients, on va pouvoir surveiller ces appels à projets. Il y en a qui se répètent, par exemple, des appels à projets de l'ADEME, très axés sur la transition écologique. Mais il y a différents types même d'associations qui vont pouvoir donner des subventions. Alors, pour faire un focus un peu plus précis sur la partie pré-bancaire, alors je sais qu'on l'a déjà dit, les entrepreneurs, il y a un petit côté sexy de la levée en capital. La dette, ça fait moins rêver, notamment parce qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer une banque traditionnelle travailler avec les startups. Alors, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, les banques ont beaucoup évolué et notamment ont mis en place des outils et même des équipes entières qui sont spécialisées dans l'innovation et dans l'accompagnement de start-up. Et nous, on travaille aujourd'hui avec des chargés d'affaires qui sont spécialisés et qui comprennent tous les enjeux d'une start-up, mais aussi les enjeux financiers en termes de revenus, en termes de besoins de développement. Donc, il ne faut pas oublier ces acteurs au moment d'une levée de fonds. Donc, il y a bien sûr la banque d'investissement BPI France, qui est l'acteur numéro 1 du financement de l'innovation, qui aura un focus recherche et développement très fort et qui accompagne, comme vous l'avez vu dans notre chronologie, elle est vraiment présente sur toutes les étapes de développement d'une entreprise. Et ensuite, ces banques traditionnelles avec qui on travaille régulièrement, elles vont avoir chacune un ADN assez particulier et donc nous on va prendre en compte un peu les spécificités de chaque banque pour trouver les partenaires financiers les plus adéquats pour les entrepreneurs. Donc je pense à Human Cap par exemple pour les questions plutôt sociales avec le crédit coopératif ou alors les questions de territoire. On va plutôt aller voir le crédit agricole ou encore le crédit coopératif qui est très présent sur ce point-là. Mais ils ont tous des outils adaptés pour les entrepreneurs aujourd'hui. Et après une première levée de fonds, parce qu'en fait, ils regardent beaucoup les ratios de dette sur fonds propres. Après une première levée de fonds, ils vont tous être intéressés pour accompagner des startups dans leur développement. Et donc ensuite, il y a des organismes qui sont spécialisés, comme France Active, par exemple, qui est Paris Initiative d'entreprendre dans la région parisienne, et aussi la NEF, qui est une banque de financement, qui est spécialisée dans les projets éthiques et responsables, et notamment particulièrement sur les questions d'innovation sociale. Donc, je pense encore à Human Cap si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous travaillez déjà avec la NEF ou encore des questions de développement culturel. Et donc ensuite, il faut bien avoir en tête que tous ces organismes, que ce soit sur la subvention et sur la banque, pas encore, mais très preneuse. Bon, on pourra en parler ensemble alors. Et est-ce que vous pouvez passer à la prochaine slide, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, ces organismes et ces banques, elles ont chacune leurs conditions d'éligibilité qu'il faut prendre en compte et que vous pouvez déjà regarder dès la première phase de développement. Donc, d'abord, sur la première partie, l'immatriculation et l'adresse, ça va surtout concerner les subventions. Donc, par exemple, sur l'immatriculation de l'entreprise, c'est important de regarder les conditions de date de création de l'entreprise. Par exemple, une subvention telle que la bourse French Tech ne va financer que des entreprises qui ont une date de création inférieure à 1 an. Ou alors le prêt d'honneur PIE ne va financer que des entreprises avec une date de création inférieure à 6 ans. Ou alors à l'inverse, on a des subventions telles que PME et TPE qui vont avoir besoin de regarder des entreprises qui ont une maturité un peu plus élevée, donc seulement après 1 an de création. Et ensuite, l'adresse du siège social. Donc, je ne sais pas si vous êtes toutes ou tous basés à Paris, mais il faut bien prendre en compte que certaines subventions sont régionales et donc qu'il faut regarder le périmètre d'intervention de chaque subvention pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Ensuite, dans un deuxième temps, et donc ça concerne les subventions, mais aussi les banques, va y avoir un très gros attrait sur les subventions innovantes, sur les entreprises innovantes, pardon. Et dans le cas de nos clients, il va y avoir un attrait particulier et des outils particuliers sur les entreprises à impact.
notamment sur des questions, je pense à BNP Paribas, on arrive souvent à avoir des prêts qui ne demandent pas aucune caution personnelle pour les entrepreneurs parce qu'il y a des outils spéciaux, un outil qui s'appelle Act for Impact pour la BNP par exemple, qui permet d'identifier les entreprises à impact et donc d'avoir des critères spécifiques. Et ensuite, il y a une partie de fléchage des dépenses qui est très important. Les banques et les subventions vont regarder particulièrement qu'est-ce qu'ils vont être en train de financer en fait. Donc, et certaines subventions notamment ne vont participer que pour certaines dépenses. Donc voilà, il faut bien organiser son business plan et bien organiser son fléchage des coûts pour savoir qu'est-ce qui peut être subventionné au niveau de votre développement. Et ensuite, pour les banques particulièrement, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, il va y avoir le niveau de fonds propres qui va être très important. C'est pour ça que les banques institutionnelles sont intéressées souvent après une levée de fonds. C'est qu'il y a des critères bancaires très importants au niveau des ratios de dette sur fonds propres. Et qu'en fait, nous, on a la règle du 1 pour 1 qui est difficile à atteindre en fait. Mais pour une levée, par exemple, d'1 million, on ne pourra jamais aller au-delà d'1 million de prêts bancaires. Et souvent, c'est plus entre 50 et 70% maximum de la levée de fonds. Parce qu'il y a une sécurité, là où des investisseurs en capital investissement sont beaucoup moins averses au risque, les banques vont être beaucoup plus averses au risque. Et comme Pauline le disait sur la préparation, en fait, on va devoir être beaucoup plus prudent sur les dépenses avec une banque. Et alors justement, j'enchaîne avec le process bancaire, comment mener à bien, comment mettre en place une méthode qui permette d'obtenir les financements bancaires que vous souhaitez. Alors la première étape qui est très importante, c'est vraiment identifier stratégiquement les projets à faire financer. On ne peut pas juste avoir des grandes lignes directrices, il faut vraiment flécher. Voilà, on a tel projet en recherche et développement, on a tel projet en commercial, on a tel projet en communication. Comment on va les réaliser? On va recruter telle personne, c'est vraiment très précis. Et ça va aussi nous aider à construire une annexe financière qui présente vraiment chaque recrutement, chaque dépense, etc. Avec cette stratégie en tête, on va rédiger, et c'est ce qu'on vous conseille de faire si vous allez chercher des fonds auprès de banques, rédiger une note de crédit. C'est un document d'une quinzaine de pages qui est très complet, qui présente le fonctionnement de l'entreprise, ses levées qui ont déjà été effectuées, ses équipes, ses concurrents, le marché, beaucoup d'éléments stratégiques qui permettent aux banquiers ou aux autres acteurs de bien comprendre le projet et de pouvoir se positionner. Ensuite, dans cette même, on va dire, cette même globalité du dossier, avec l'annexe financière, la note de crédit, il y a évidemment un business plan. Alors, j'imagine que vous le savez, mais un business plan de levée en capital va être très, très porté sur tout ce qui est croissance, alors qu'un business plan pour une levée en dette, on va vraiment se concentrer sur la rentabilité. Puis, comme le disait Pauline, les banquiers sont un peu plus averses au risque, et donc il y a cette nécessité de présenter une entreprise qui va pouvoir être à l'équilibre généralement dans les 1 an et demi, 2 ans. Donc nous, on va travailler sur cet aspect-là pour présenter une documentation qui est complète et en plus qui est adaptée aux interlocuteurs. Ensuite, la quatrième étape qui a l'air plutôt rapide comme ça, mais qui est vraiment une étape clé, c'est celle de la présentation du dossier, celle du pitch du dossier auprès des différents acteurs, c'est celle des sessions de questions-réponses, c'est celle des relances. C'est des acteurs avec lesquels il ne faut jamais rien lâcher. Moi, ça m'arrive de passer énormément de temps à relancer les personnes par téléphone, pour faire avancer les process, pour en plus rester, il y a une notion qui est importante, c'est celle de la transparence entre les banquiers, parce que nous, ce qu'on construit, c'est vraiment un pool bancaire, avec par exemple 2 banques, la BPI et un organisme de l'impact. L'idée, c'est de les faire fonctionner tous ensemble. Forcément, tout le monde a son timing, tout le monde a, on va dire, ses obligations. Donc, il y a vraiment cette nécessité de relance, de les faire se rencontrer et puis de trouver effectivement les meilleures solutions de financement. Et ce suivi, il va jusqu'au décaissement. Ça prend, on va dire, minimum 1 mois et ça peut assez vite augmenter selon la disponibilité des interlocuteurs.
Et cette partie-là, elle me permet d'aborder donc le sujet suivant, qui est sur la slide suivante aussi, qui est celle des conditions de prêt. C'est une partie qui est importante et sans en avoir les clés, c'est difficile de savoir ce qui se fait et ce qui est potentiellement accessible. Alors, j'imagine que vous le savez, les taux ont beaucoup augmenté récemment. Là où on était plutôt autour de 2-3% pour des banques de flux, maintenant on dépasse largement 3%. On va même atteindre prochainement les 5%. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement négociable. Mais il y a d'autres éléments qui sont négociables. Par exemple, le différé. La BPI va être assez généreux sur le différé, c'est-à-dire la période où l'unique paiement est celui des intérêts avant le remboursement du capital. La BPI peut donner jusqu'à 3 ans, alors que les banques de flux, on va situer plutôt autour de 6 mois à 1 an. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de demander. Alors évidemment, peut-être pas au premier rendez-vous, mais au fur et à mesure que la relation s'installe, dire est-ce que ce serait possible de mettre un différé de 6 mois, c'est des choses qui peuvent être négociables. Pareillement, pour la garantie, nous, ce qu'on fait, et je pense que vous allez être assez d'accord avec nous sur ce sujet-là, on évite au maximum les garanties personnelles, les cautions personnelles. On sait que les entrepreneurs prennent déjà des risques importants dans la construction de leur projet, donc on veut éviter de devoir agir de ce point de vue-là. Donc voilà, on a un peu des mécanismes qu'on met en place, par exemple des nantissements de fonds de commerce, des nantissements de fonds de commerce aussi digitaux, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Évidemment, il y a toujours la BPI qui normalement contre-garantit assez facilement et le fonds européen. Je dis contre-garantie parce qu'en plus de la garantie, il faut une contre-garantie. Donc on a vraiment ce double sujet à aller chercher. Et pour finir sur la durée, c'est assez variable. Il faut savoir que généralement les prêts BPI sont les plus longs et que ça rassure les banques de prendre des prêts plus courts que la BPI pour pouvoir être remboursés avant. Donc pour les banques, on va plutôt se situer entre 3 et 5 ans. Encore une fois, tout se négocie. Et puis l'idée aussi, c'est que plus on connaît les acteurs, plus on va chercher des financements différents, plus on peut se permettre de les mettre en concurrence et de faire ainsi peut-être améliorer un peu ces conditions. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure du process, bien sûr, mais ça peut être un vrai avantage pour les entrepreneurs d'avoir cette volonté de mettre les différents prêts en parallèle et de choisir du coup les plus avantageux. Vous pouvez passer à la prochaine slide. Merci. Alors, on voulait vous présenter un cas qu'on a eu avec un client, notamment. Donc là, on va parler d'Omni. Je ne sais pas si vous connaissez Omni, je crois que maintenant ça s'est bien développé. Donc là, on est sur un aspect vraiment social du métier. Donc Omni, c'est une entreprise qui a créé un adaptateur universel qui permet aux fauteuils roulants manuels de se fixer à n'importe quelle trottinette électrique. Donc en fait, il y a un avantage qui est clé, c'est qu'un fauteuil roulant électrique coûte extrêmement cher. Donc il y a une accessibilité énorme qui a été permise grâce à cette entreprise. Et le côté adaptable à n'importe quelle trottinette électrique permet un déplacement personnel avec sa propre trottinette électrique, mais aussi avec n'importe quelle trottinette qui peut être disponible dans la rue. Donc, il y a une vraie question d'accès et de déplacement qui est très importante et qui nous a beaucoup plu dans le projet. Et en fait, grâce à la BPI en premier et ensuite 3 acteurs différents, on a pu aller chercher tous les financements qu'Omni cherchait, qui leur a permis d'accélérer le rayonnement de la marque, de mettre en place leur outil de CRM et d'intégrer la communauté d'équipements liés au handicap et enfin de développer leur marché. Donc, c'était tous les projets de développement du fondateur et de l'équipe Omni. Et on a eu, donc là, comme vous voyez, les pools bancaires peuvent être assez gros parce que là, on a quand même 3 banques qui participent, plus la BPI. Donc voilà, là, l'objectif, c'était de faire communiquer tous ces acteurs bancaires pour trouver le meilleur format possible pour l'accompagnement d'Omni. Et du coup, en fait, là, on a essayé d'aller au plus vite possible pour que vous puissiez
poser toutes vos questions. On revient sur notre site sur plusieurs points qu'on a évoqués ensemble, notamment la préparation du dossier bancaire et les sources de financement. Donc voilà, on peut encore en parler ensemble encore une fois. Et si vous voulez retrouver ces informations, vous pouvez aller dans l'onglet ressources du site Bloomer pour avoir plus de détails ou alors nous contacter. Vous pouvez passer. Vous pouvez nous contacter par mail directement, ensuite prendre rendez-vous avec nous pour parler de vos questions de financement ou d'accompagnement, où vous aurez le lien LinkedIn, on vous enverra la présentation après notre échange. Peut-être petit élément à rajouter. Alors évidemment, on est disponible pour toutes les questions dès à présent, mais comme le disait Pauline, si vous avez besoin d'un temps d'échange un peu plus personnalisé sur votre entreprise, on peut évidemment prendre rendez-vous sans problème de notre côté. Ce sera avec plaisir. Parfait, super. Merci beaucoup. Reda, est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît?